fait l'effort de venir ou ont organisé cette journée. Je suis très heureuse d'être parmi vous et particulièrement touchée de le faire en tant que marraine de cette promotion, la 9e. J'avais compté 11e, mais en fait c'est la 9e, puisque le département a été créé en 2014. Ce moment, vous l'avez pensé, vous l'avez porté, organisé, chers collègues et chers étudiants et étudiantes du comité d'organisation, et je vous en remercie. En fait, cela donne du sens pour moi, pour vous et à notre discipline, un sens qui va dans le sens du partage, du lien et de la mémoire, notamment intergénérationnelle. Je ne suis pas vieille, mais je ne suis pas toute jeune. Cela ne va pas de soi et vous le rendez possible. Je pense qu'on va copier sur vous dans notre département et vraiment c'est en dehors du moment un peu solennel et engageant, puisqu'on m'accorde en fait la matinée à peu près 1 heure, qui est beaucoup et qui est peu. Et donc je vais essayer d'aborder, et je vous présenterai un peu le plan, de faire comment aujourd'hui je suis en fait un sabab, comme l'ont été le professeur Herrès, professeur Walkia avant moi, professeur Rachid. À travers nos modestes personnes, nous fêterons en fait toute une discipline et surtout ceux et celles qui l'ont portée. Et c'est pour ça que je voudrais consacrer un moment pour parler de la trajectoire, pas la mienne, mais celle de ma formation et à travers lesquelles montrer comment la sociologie et l'anthropologie marocaine est ancrée dans une histoire sociale et politique de notre pays. Et donc, rappeler cet ancrage politique et social dans l'histoire de la sociologie du Maroc, c'est aussi rappeler tout le labeur, la résistance et le travail qui a été fait à un moment donné où la sociologie a été limitée dans son expansion. Car la sociologie comme l'anthropologie, ici comme ailleurs, ne s'est jamais construite en dehors d'un contexte notamment politique. Elle s'y est toujours affrontée dans l'adhésion, mais souvent aussi dans la résistance. Et Sana, que j'ai à ma gauche, et je suis contente qu'elle le soit à ma gauche et qu'elle soit à mes côtés, me permet d'introduire en fait, parce que ce que je voulais à travers l'évocation de ce parcours, mais très bref, parce que vous le connaissez, mais de l'interroger à travers des paradigmes épistémologiques qui comptent pour nous en tant que socio-anthropologues, ceux de la neutralité, de la distance et de l'engagement. Et ça sera dans cette partie qui va peut-être durer 10 minutes, un quart d'heure, mes propos avant d'aller vers le quotidien. Donc, j'ai moi-même découvert la sociologie à Rabat au début des années 80, dans un contexte intellectuel qui prolongeait des décennies de lutte sociale et politique, la lutte pour l'indépendance dans les années 50, mais aussi la lutte pour la construction de la démocratie en 60 et 70. J'étais formée auprès d'enseignants et de chercheurs de ce post-colonialisme ou post-indépendance qui étaient tous et toutes portés par un projet de société. Leur démarche était également imprégnée par des mobilisations régionales, arabes, internationales. Je rappelle la lutte contre le colonialisme pour l'Algérie, la résistance en Palestine, après 47, les droits civiques aux États-Unis, les mobilisations contre la guerre au Vietnam, mai 68 en France, le mouvement anti-apartheid et anticolonialiste, et dans leur sillage, l'émergence des revendications un peu partout pour les droits des femmes. Dans notre contexte, Khawat Sabra, Karim Hani, Qasem Amin, Adel Fassi, Fatima Al-Marisi et l'âge. J'étais étudiante et je me souviens de l'atmosphère des enseignants, de leur groupe,
Parmi eux et elle, il y avait Mohamed Kssous et je voulais absolument aborder en fait son apport pour moi. Formé à la sociologie à Princeton et qui a fait le choix, comme plein d'autres, tels que Fatima Mernissi, de revenir et participer non seulement à la construction du Nouveau Maroc, mais en même temps de la sociologie. Et après d'accompagner toute la première équipe de sociologie, dont le professeur Herès, qui m'a enseigné à partir des années 80. Donc en arrivant, en fait, on avait notre Mohamed Kssous et on avait professeur Herès, professeur Bensaïd, professeur Bourguignan, jeune, avec un choix de la sociologie qui n'était pas facile. On parlait de devenir. La première phrase que nous avez dit, Mohamed Kssous, vous voulez travailler avec le diplôme, vous levez la main. Ceux qui ont levé la main, vous ne restez pas. La sociologie, on l'a fait par vocation, par engagement, et après, bien sûr, on pourra travailler. Et donc, ce qui était en fait de toute cette phase, c'est réfléchir en même temps dans notre formation l'héritage critique de l'anthropologie, de la sociologie coloniale, et en même temps réfléchir notre positionnement futur de jeunes chercheurs pourront participer à une production de connaissances et de savoir à l'encontre de la devise coloniale de connaître ou comprendre pour administrer, mais en même temps comprendre, dans notre cas, pour participer au changement de la société et favoriser en fait la constitution d'une base de données, d'informations orientées certes, parce qu'on était engagé, mais utile. Il s'agit ici d'émergence de la sociologie marocaine dans une phase qui est une phase d'effervescence politique et intellectuelle et qui s'est caractérisée aussi, comme vous le savez, par une grande répression politique, notamment à l'égard des mouvements étudiants dont je faisais partie, et qui donnait suite à la fermeture dans les années 70 de l'Institut de sociologie, qui a été dirigé par Khataibi, l'interdiction de la revue Souffle, dirigée par l'AB, les contraintes ou les obstacles de la manif dirigée par Aïcha Bel-Arbi, toute une documentation sociologique sur la constitution d'une naissance qui s'est constituée malgré le rétrécissement de marge d'action dans cette période qui est appelée année de pluie. Il s'agit, comme nous l'a enseigné Mohamed Kssous et tous nos professeurs, de participer à la construction d'un savoir empirique, mais critique et appliqué. Même si au début le monde rural à l'époque, parce que majoritaire, était le terrain central, porté notamment par Paul Pascan et le département sciences humaines et sociales de l'Institut agronomique, qui a formé, qui travaillait sur énormément de problématiques, mais dans le rural était le terrain principal. La fabrique s'intéressait à d'autres modes comme le mode d'habitat, la fabrique de l'urbain, les conditions de vie de femmes est venue bien après. Mais cela permet de dire qu'il n'y avait pas trois courants, trois passages, il y avait des rencontres de plusieurs chemins, de professeurs et de chercheurs qui, chacun, à partir de leur terrain respectif, ont permis en fait de reconstruire le savoir après le passage de l'anthropologie de la sociologie française, mais en même temps d'ouvrir des chantiers avec la volonté d'interpeller plusieurs domaines. Le domaine quotidien émergera petit à petit et j'arriverai à ça dans quelques minutes. Donc cette effervescence intellectuelle avec comme seul département le département de sociologie à Rabat et à Fès, qui était appelé le département psychologie, sociologie, psychologie et philosophie de Rabat, et à côté, comme j'ai dit tout à l'heure, du département sciences humaines et sociales à l'Institut agronomique
Hassan II, qui a été fondé par Pascal. Je rappelle que ce département a permis de former une nouvelle génération de chercheurs en s'appuyant sur le terrain comme espace central d'enquête, avec l'appui de plusieurs noms dont aujourd'hui je tiens à rappeler celui de Jeanne Chiche. Où est-ce qu'il les appelle parce que toute cette phase aussi, il y avait la dominance de noms masculins, mais il y a eu énormément de chercheurs qui ont marqué l'histoire. Et j'aimerais qu'un jour on rendra hommage à une sociologue aguerrie qui est partie trop tôt et qui, par sa connaissance du terrain du Maroc, par ses travaux, était exceptionnelle. Bien sûr, Hamoudi, Najib Boudebala, feu Najib Boudebala, qui aussi constitue toute une connaissance et un savoir, notamment sur. Et plus tard, bien sûr, une autre génération que vous connaissez bien, Hassan Rachir, Tozi, Mohamed Mehdi, Aziz Al-Raqi, Jamil, etc. Avec Haït Diori, je lui consacrerai une partie quand j'aborderai la question de la nourriture. Il a fallu, et je termine, attendre les années 2004 pour que la sociologie retrouve une place institutionnelle au sein de l'université marocaine, avec la création d'un premier département qui s'est ouvert à Mohammedia, avec une cheville ouvrière encore qui travaille dans la discrétion, qui est le professeur Saha, qui est aujourd'hui là, et on a été réunis autour de Ahmed Bourguia pour travailler sur ce projet. Mais le balbutiement, le cadre, tout le travail des curricula a été effectué, et je tiens à témoigner de ça par Bien sûr, après arrivera le tour de Casablanca, et nous sommes là avec le professeur Jamal Khalil, qui a su réunir aussi autour de lui plusieurs sociologues et anthropologues, et lancé en 2014 le département sociologie qui m'accueille aujourd'hui. Donc, un devoir, je tenais à commencer la conférence avec ces étapes constitutives de la discipline, à travers ses principaux protagonistes, pour mieux comprendre et faire le lien avec la question de ce que signifie faire de la sociologie et de l'anthropologie au Maroc aujourd'hui. Comprendre d'où nous parlons, ce qu'on appelle aujourd'hui la connaissance située. Ce que nous entreprenons quand nous faisons de la sociologie ou de l'anthropologie, c'est dire que nous avons aussi une responsabilité. Observer, décrire, prendre le risque de penser ce que nous observons, questionner notre histoire sociale, personnelle et collective, les valeurs, les représentations, les pratiques signifiantes. Ce qui est entre guillemets, je ne peux pas le dire parce que je cite aussi, ou je paraphrase, c'est quelqu'un de J.A. sur lequel je reviendrai beaucoup, sur l'invention du quotidien, habiter la ville, cuisiner, habiter la ville, et l'une des références qui est phare et qui a ouvert aussi à l'observation d'un point de vue de l'histoire sociale du quotidien. Pour moi, je considère que avec les choix quand on fait d'adhérer à cette grande famille, dans un pays comme le Maroc, avec cette histoire qui est encore courte, moins d'un siècle après l'indépendance, c'est aussi, et en tant que femme, chercheur, travaillant sur le quotidien, travaillant sur la trivialité du quotidien qu'est la nourriture, et travailler aussi sur les rapports de ce qu'on appelait avant les rapports sociaux de sexe, ou ce qui est appelé maintenant, sans quelquefois trop de précision, des rapports de genre. C'est aussi questionner l'ancrage, la portée de nos objets de recherche, et surtout notre responsabilité éthique face aux enjeux auxquels sont confrontés les sciences humaines et sociales aujourd'hui. Avec le savoir produit, et je le cite, sur nous, sans nous. Et donc, c'est une appropriation aussi de terrains qui sont
Pourquoi ce prélude? Car interroger l'alimentation, le féminin, le quotidien, le genre, ce n'est pas seulement déplacer des objets de recherche du lointain vers le proche, mais c'est aussi interroger les conditions même de la production du savoir, qui observe depuis quelle position, avec quelle distance, quel affect. Donc, en tant que femme locale, impliquée dans des terrains qui me traversent, autant que je les étudie, je suis confrontée à ces questions de positionnement, de chercheurs, de citoyens engagés de l'intérieur. Et je reviendrai en fin de ça pour revendiquer une posture qui est une posture celle d'une ethnographie, pas anthropologie, ethnographie féministe engagée, et je m'inscris totalement dans les travaux de Haroun Loroud, palestinien, américain, qui a accompagné Samet Hamim et qui a, avec Talal Bassed, colombien, et qui a produit avant beaucoup toute cette réflexion sur sa position de l'intérieur et de l'extérieur et de la nécessité de réclamer et de justifier scientifiquement la position. C'est que le rapport intériorité-extériorité n'est pas fortuit. Il se construit au cours du processus de production de la connaissance, comme elle dit dans l'écriture, dans le regard, dans le doute et dans le registre du sensible. La neutralité scientifique, souvent érigée comme une norme méthodologique infaillible, masque parfois les effets de pouvoir. Adopter une position critique à l'égard de l'exigence méthodologique, de l'objectivité, extériorité, neutralité, c'est reconnaître que toute connaissance est située historiquement, socialement, corporellement, et je cite Haroun Loroud dans ces 3 dernières phrases. Ce débat que vous, en tant que jeune en fait de la promotion, retracer des éléments de mon parcours, c'est pour rappeler ce débat et donc aussi citer des noms qui à un moment donné m'ont permis d'avoir les arguments et le courage de me situer sans porter atteinte ou sans porter pas atteinte mais sans affaiblir la portée des matériaux et de la recherche que j'effectue ou qu'effectuaient plusieurs chercheurs sur les domaines du sensible. En passant par l'école des hautes études en 1985, mais d'effervescence scientifique et intellectuelle, moins politique, mais qui interroge le savoir à travers des postures de chercheurs occidentaux et qui travaillaient en tant qu'anthropologues sur des terrains lointains, exotiques, mais qui s'interrogeaient néanmoins sur leur posture et avec une réflexion théorique, méthodologique autour de l'objet de l'anthropologie même. Ces 2 années de formation suivies d'une année de formation en sciences sociales m'a donné en fait le temps pour interroger les frontières du sujet de l'objet, sur la construction de l'altérité et sur la légitimité de travailler au plus proche dans l'urbain, le contemporain et avec le même genre des femmes. Gérard Attard, 1932-2004, a marqué beaucoup, parti aussi trop tôt, appelé souvent le dissident de l'anthropologie, est l'un des artisans de ce tournant. En tout cas pour ma génération, ça, on a fait des années ensemble à Paris, à l'école des hautes études, et j'arriverai à Camille Lacoste, parce qu'elle aussi, elle a œuvré pour ça. Et il a structuré les premières recherches en anthropologie urbaine, ou ce qu'il appelait l'anthropologie du présent, l'anthropologie du contemporain, l'ethnographie de l'entreprise. Il a osé, en fait, avec des débats qui étaient vraiment très soutenus, dans le plan de Lévi-Strauss ou d'autres, n'approuvaient pas en fait ce déplacement de l'objet. Bien sûr, après Tristropique, il a d'anthropologie structurelle à Tristropique, il a légitimé en fait ce déplacement de l'objet de l'anthropologie du lointain vers le proche. Et à travers des réseaux, la constitution
comme on le fait maintenant, c'est un réseau sur l'urbain et la contemporanité à travers le travail et la réflexion sur les espaces urbains, les formes ordinaires de la domination, la nuit, le jour, les marchés, les carnavals. Et en fait, ce déplacement a ouvert un champ nouveau pour nous étudiants qui travaillaient sur ces objets mineurs. Et a questionné aussi que deviennent les objets de l'anthropologie quand elle travaille sur des nouveaux objets proches. Et ce qui a donné ouvert des monographies cultes, des travaux incontournables, bien sûr de l'histoire sociale JIA, et dans l'invention du quotidien habité et cuisiné, ou Yvonne Verdier, un livre culte que j'ai donné, la première séance que j'ai donnée à Zanin. Elle est décédée très tôt, à 56 ans, et qui est façon de faire, façon de dire, la coucheuse, la cuisinière et la laveuse de noir. Ce livre, moi, pas seulement m'a permis de trouver la voie, de trouver les cheminements de mon travail de thèse. Et une Française qui travaille sur la France dans un village, le bocage, et qui va observer au quotidien un livre magnifique. Ou bien Jeanne Favre-Sada, que vous connaissez, la magie et la sorcellerie n'est plus l'affaire des tribus lointaines, amazoniennes ou africaines. Elle va publier les deux premières monographies exceptionnelles sur la France et bien d'autres. Bien après 80, le culte de la table dressée, une étude ethnographique proche sur ce qu'est la table en immigration et pour une communauté bien particulière. Donc le quotidien, la nourriture, devient un objet légitime d'analyse historique et anthropologique. Et pour ceux qui s'intéressent à ça, pour les étudiants, Gillard et Michel de Certeau, jaune le livre, etc., mais une écriture qui est proche du quotidien et du sensible. Et bien sûr, parallèlement à tout ça, les études féministes, de l'anthropologie féministe, commençaient à prendre la forme et à s'approprier, à se positionner par rapport à ce quotidien, par rapport à ce banal ou trivial. Et c'est au sein du laboratoire d'anthropologie sociale, alors dirigé par Claude Lévi-Strauss, mais remplacé par Françoise Pelletier, qui va impulser une relecture du genre à partir des analyses des systèmes de parenté au début, mais surtout de ce qu'elle appelle la balance différentielle des sexes, ou les attributs genrés des rôles. Ce laboratoire devient un lieu de débat intellectuel avec des figures comme Nicole Claude Mathieu, un livre qu'on propose comme première lecture, la raisonnement des femmes, et qui va en fait accueillir l'un des articles cultes sur la question de la cuisine, de l'agriculture, etc. Paul Batabet, anthropologue italienne, marxiste, féministe, mais qui va faire un travail exceptionnel sur la cueillette, la chasse et la cuisine aujourd'hui. Donc ces références vont permettre d'approcher la réflexion autour des rapports de genre, ce qui est appelé dans le temps par Françoise Héritier les rapports sociaux de sexe, et le quotidien, comme on l'observe à travers les différentes facettes du quotidien, et l'alimentation et la nourriture qui est posée dans son contexte historique, et aussi va impulser aussi des recherches en paléoanthropologie, en archéoanthropologie sur l'interrogation des chasseurs-cueilleurs, de la division sexuelle du travail entre les hommes et les femmes, et ces recherches, à travers les derniers livres, encore un anthropologue qui est parti, Graber, va remettre en cause des schémas qu'on avait sur ces divisions sexuelles du travail, de la cueillette à la chasse, etc., et qui ne sont pas encore très connus, mais qui vont permettre à la réflexion. Je pense, Azizi, Abdelkrim Saas, Kounti, beaucoup de Marocains
de rencontrer le chemin de Camille à cause du jardin. D'une discrétion, d'une empathie. Nous lui devons aussi toute cette relation de proximité et de distance avec nos étudiants. Et sans hésiter une seconde, quand je lui ai dit qu'il travaillait sur les rituels quotidiens en Algérie, après avoir travaillé sur les contes, et qu'il faisait avec une présence bien sûr continue, ethnographique, des descriptions, disséquer un rituel. Et en même temps, à travers de ce rituel, réfléchir sur des problématiques, notamment les pouvoirs et les contre-pouvoirs des femmes, ou la maternité, et l'ouvrage des mères contre les femmes a permis à beaucoup de réfléchir les rapports hommes-femmes avec un regard qui est ancré. Elle a accepté sans hésitation d'encadrer le travail qui n'était pas encore quête de la maternité, mais qui était maternité, pouvoir, contre-pouvoir, rituel alimentaire. Et en fait, c'est l'objet de ma thèse qui, à travers des rituels alimentaires qui accompagnent depuis le premier moment d'avoir dans le cœur, dans le ventre, le bébé jusqu'à le 40e jour, qu'est-ce qui se passe dans ces relations? Qu'est-ce qu'on mange et pourquoi on le mange? Et quelle est la portée symbolique de tout cela? Comme c'est un travail qui a été une démarche et une dimension qui n'est pas connue, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des pistes. Je n'ai pas le temps ici de revenir à l'ethnographie coloniale. À l'ethnologie, par exemple, culinaire, Yvonne Verdier qui animait un séminaire, mais je tiens à parler d'un professeur, malheureusement, qui fait de la peinture maintenant, qui ne fait plus de l'ethnographie et de l'ethnologie, et qui m'a en fait permis de mener non la collecte du travail de terrain, mais l'analyse. J'aborderai cette question d'analyse en ethnologie culinaire. Je parle de Abdelhaïd Diouri. Et c'était pas prévu, mais comme j'ai vu qu'il y avait un programme Gnawa, je me suis dit je vais le citer pour le remercier parce qu'il a fait ce travail d'encadrement de proches pendant 9 mois. Ça a dansé quelque chose, avec une rigueur, avec une sévérité, mais qui m'a permis d'avoir des clés méthodologiques pour l'analyse, qui est une difficulté que rencontrent beaucoup d'étudiants après le terrain. Quelle méthode on peut faire, comment on peut analyser ce matériel qui est empirique, comment on peut l'aborder. Les dimensions, bien sûr, privilégiées par Abdelhaïd Diouri et le symbolique, mais le symbolique s'impose de toute façon quand on est dans les rituels, notamment autour de la naissance, notamment autour de l'enfantement, de la procréation. Et je ne citerai pas tous les apports sur la procréation et qui ont apporté énormément de retard. Diouri, et là j'entame en fait l'anthropologie alimentaire au Maroc, je n'aurai pas le temps d'aborder l'histoire de l'émergence de ce domaine, mais je vous invite à lire l'introduction du numéro spécial d'Espéris Samouda, que j'ai eu le plaisir de coordonner avec ma collègue tunisienne Siham Babi, qui en passant a produit l'une des thèses les plus complexes sur le fait alimentaire en littérature arabe et études médiévales, qui s'appelle At'ima al-Ashriba fi al-Mujtama' al-Arabi, 800 pages. Je l'ai posé à la Fondation Al-Saïd, mais il était déjà. C'est un travail qui est de référence large, bien sûr, avec une dimension qui est étude littérature et texte. Et donc, je n'aurai pas le temps d'aborder l'émergence de ce sujet, mais on l'a abordé avec ma collègue dans l'introduction au numéro spécial des solutions. Diouri est l'un des premières analyses ethnographiques. En tant que fait symbolique, et à travers ces recherches, en 1 minute, j'aborderai, il a publié 4 articles, la thèse en ethnobotanique, ethnomédecine sur les praticiens, les thérapeutes et la médecine, malheureusement n'a pas été publiée, mais je sais qu'il y a passé des années de recherche au niveau du Maroc.
Il y a un article qui s'appelle Hlo, et qu'en fait le Hlo, c'est la préparation, l'acté, offrande rituelle qui clôture la Lila de Gnawa. Et je sais que vous avez choisi Gnawa aujourd'hui, et je vais faire une tergiverselle pour montrer que la Lila de Gnawa est la musique, mais c'est aussi la nourriture. Les usages thérapeutiques des aliments en ethnomédecine ou les plantes médicinales se construisent autour de lectures plurielles à travers notamment le paradigme du corps symbolique. Pour chez Al-Hiduri, la nourriture, elle soigne, elle relie à l'autre, elle ordonne le monde, et ce qui s'est donné à voir à travers la description détaillée de la recette du lion telle qu'il la présente dans un article malheureusement inaccessible parce qu'il est dans un grand numéro sur l'alimentation, mais pour ceux qui le souhaitent, j'ai une copie parce que c'est dans un grand colloque qui s'est passé autour de l'alimentation en Méditerranée médiévale et Occident musulman, où il a publié cet article coordonné par les collègues sociologues, historiens espagnols. En fait, dans la recette du Hlo, ce qu'il a apporté, c'est d'explorer les sous-tendent la recette du Hlo, son usage, le moment où elle intervient, comment il est préparé, parce qu'il est préparé par une femme, en l'occurrence une alma, consommé au terme d'un rituel de sacrifice animal, vous le savez, un animal noir. La nourriture qui opère comme médiation entre les vivants et les puissances invisibles. Et non seulement parce qu'il est ethnographe, parce qu'il est peintre, il va travailler sur les oppositions, notamment du lait blanc et de la blancheur, et de l'animal, du rouge. Et là, on va voir que dans cette ethnographie culinaire, le Hlo n'est plus qu'un aliment. Le Hlo, la recette. Il constitue une parole rituelle, silencieuse, car il clôture la lila et rétablit un ordre qui réconcilie les polarités, qui traversent tout le rite de la lila. Le chaud, le froid, le noir, le blanc, la violence du sang, la blancheur du lait, le monde humain, le monde des habitants souterrains. Et il montre que l'aliment est ici une mémoire incorporée et transmise à travers le geste, la parole, l'ordre des plats et le moment de leur apparition. Je pourrais continuer. Je vais voir combien pour arriver quand même à mon... le lien aurait pu être fait avec le travail de recherche sur le Ma'rouf, repas sacrificiel, ou bien l'analyse de ce qui est fait des restes de la victime immolée à travers le masque et sa victime de Hamoudi, où il va consacrer tout un travail sur le repas sacrificiel et bien d'autres études qui sont arrivées après et qui permettent de franchir le seuil des cuisines et d'interpeller ce savoir qui est un savoir avant tout féminin, qui est transmis quelquefois en dehors des livres et qui parle d'une société, de son organisation et des rôles sociaux entre les deux. Il y a aussi, en citation des premières recherches qui ancrent en ethnographie culinaire, qui parlent d'un élément pour situer les enjeux et les Trid ou Rfissa en est un exemple, et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans un travail à travers le sacrifice féminin masculin, mais aussi il y a un travail méconnu qui est une conférence en anglais d'Abdullah Hamoudi sur le don de la levure khmira entre deux communautés, la communauté marocaine juive, la communauté musulmane, et c'est une offrande dans les années 58 de la communauté après leur jeûne et les fêtes rituelles
hébraïque. Donc c'est pour dire que pour aborder cette question, il faut être dans une position à l'intérieur. Et je vois que le temps passe parce que je voulais m'arrêter sur ce positionnement de ethnographie féministe, comme le défend Abou Nourouj, et le justifier pour montrer que on n'est pas, pour ceux et celles qui se positionnent, c'est pas du tout dans le registre de la revendication ou de la dénonciation, mais c'est dans le registre de dévoilement d'une réalité. C'est pour cela qu'elle parle d'ethnographie. C'est ce questionnement réflexif qui intervient au moment de la collecte des données. Et elle parle après d'anthropologie. C'est-à-dire ce moment où, comme elle le dit, un savoir situé d'un point de vue méthodologique est valide, même s'il est critique. Parce que l'ethnographie féministe, elle est avant tout politique, éthique, réflexive. Donc la réflexivité chère aux sociologues. Politique parce que toute relation et tout rapport et toute recherche est traversée par les rapports de pouvoir. Éthique parce qu'il s'agit de ne pas instrumentaliser la parole des enquêtés, de respecter leur subjectivité. Elle critique le regard porté par le féminisme occidental sur les femmes, dans le débat maintenant par exemple sur le hijab, etc. Réflexif, son privilège, ses privilèges, ses limites interprétatives. Produire un savoir situé ancré dans le terrain, mais toujours conscient des asymétries de pouvoir dans l'enquête, au début, après dans l'analyse et dans l'écriture. Comme elle dit, critiquer sans dominer, comprendre sans excuser, s'engager sans effacer l'autre. Et elle a, dans son travail sur les femmes bédouines d'Égypte, tout un passage de plus de 30 pages où elle questionne son extériorité, son intériorité, égyptienne, palestinienne, de parents mixtes, américains et palestiniens, travaillant sur des femmes comme elle, donc musulmanes, et réfléchir sur les rapports de domination et critiquer dans le sillage de son collègue Samir Amin une position qui va être plus dans le jugement. Donc elle prolonge la critique d'Edouard Saïd, et je termine, et revendique l'entre-deux, parce qu'elle se dit être dans l'entre-deux. Elle, en tant qu'américaine et palestinienne, un entre-deux, le Hafi anthropologiste, qui lui permet de rendre visible, la contraint, pardon, je le cite, entre-deux me contraint à rendre visible les conditions de ma propre parole, les effets politiques de ce que je produis comme savoir. L'entre-deux devient un espace d'équilibre. Écouter sans dominer, critiquer sans effacer, et le quotidien, le travail sur les femmes, nous impose une rigueur qui est absente dans d'autres terrains. Et là, bien sûr, pour ceux qui s'intéressent à Geertz, elle a beaucoup critiqué la position de réflexivité de Geertz et le fait de s'intéresser à la forme de rédaction plus que de s'intéresser à ce qui se passe comme interaction. Voilà, j'ai pris une demi-heure pour... Je continue, si vous le... Je suis à Pierre Rabat, je vais essayer de...